Statut de l'opposition, révision de la Constitution, guerre à l'Est. Comment expliquer le silence de leur leader? Face à face, je reçois ce vendredi 5 juillet, après le journal de 19h, Francine Muyumba, sénatrice honoraire, membre du bureau politique du FCC. Rediffusion ce samedi 6 juillet, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Sénatrice honoraire, nous recevons ce soir Madame Francine Muyumba. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bienvenue. Vous êtes une des grandes fidèles de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire. Ouais. Vous êtes toujours membre du FCC. Alors, je voudrais commencer par cette question parce que la suite en dépend. Oui, bien sûr, tout à fait. Je le reste, je suis fidèle à ma famille politique et à mon autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange. Fidèle à quoi, puisqu'il ne dit plus rien? On parle beaucoup de l'absence de l'autorité morale. Vous savez ce qu'il veut? Vous pouvez nous dire ce qu'il veut? Vous continuez à le suivre, pourquoi? Son silence ne signifie pas l'absence. Comme vous le savez, dans la famille politique, nous continuons à travailler avec lui et nous connaissons nos objectifs. Et je pense qu'avec le temps, il parlera. Et pour le moment, notre famille politique travaille. Nous connaissons nos objectifs. Serait-il bien entendu. Notre position est connue depuis longtemps. Nous restons dans la résistance. Nous avions refusé de participer aux élections pour des raisons qui sont connues. Et comme vous le savez, on ne pouvait pas prendre part aux élections avec une CENI qui nous semblait non consensuelle, avec une loi électorale non équitable, ainsi qu'une cour constitutionnelle non équilibrée. Donc, du coup, notre position était claire. Aujourd'hui, presque tout le monde nous donne raison. L'opposition qui avait pris part aux élections aujourd'hui, vous savez, les résultats qu'ils ont récoltés. Et moi, je pense que nous réfléchissons dans le sens de pouvoir précéder les événements. On ne pouvait pas aller aux élections dont on connaissait l'issue. Et aujourd'hui, au Parlement, l'opposition n'existe presque pas parce que l'opposition n'a pas été dure avant les élections. L'opposition n'a pas obligé à ce qu'il y ait une CENI consensuelle, comme je venais de le dire, une loi électorale équitable et aussi une cour constitutionnelle équilibrée. Ils ont accompagné la réinstallation d'un régime qui a échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui, personne ne doit se plaindre. C'est pour vous dire que notre position est stratégique et notre leader des maires, son silence est stratégique pour nous. Mais à vous écouter, j'ai l'impression d'écouter un député ou un membre de l'UDPS. Quand c'était Joseph Kabila, on lui faisait les mêmes reproches, Cour constitutionnelle. On parlait même de financement, comme pour le président Tshisekedi, au niveau du gouvernement. On parlait même de la CENI, où l'UDPS demandait que soit remplacé un de ses membres. Ils ont peut-être beaucoup appris de vous. Mais écoutez, c'est un peu différent, parce que l'UDPS hier est critiqué. Mais aujourd'hui, ils sont devant l'épreuve. Ils n'arrivent même pas à faire ce que nous, on faisait dans le passé. Et aujourd'hui, vous savez, la situation socio-économique du pays, la situation sécuritaire, la situation diplomatique et tous les problèmes qu'ont les pays aujourd'hui. Donc, hier, ils étaient plus dans les critiques et ils semblent toujours demeurer dans l'opposition. Parce que ceux qui dirigent ne doivent pas se plaindre. Ceux qui dirigent ne doivent pas continuer à dénoncer. Ceux qui dirigent doivent passer à l'acte et trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et voilà ce qui fait la différence avec nous. Nous ne pouvons pas, après avoir dirigé, critiquer des choses dans le néant ou se comporter comme se comportait l'UDPS dans le passé et tous les gens qui ont eu à dénoncer des mouvements de la société civile, ainsi de suite, d'ailleurs qui n'existent plus aujourd'hui. Et on voit que c'était la haine de certains individus qui dénonçaient hier. Aujourd'hui, la situation est pire et on ne voit personne pour dénoncer. La société civile a presque disparu. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comporter comme l'UDPS. Nous allons nous recomporter comme des républicains et se préparer pour retourner au pouvoir dans la mesure du possible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez même dit que vous précédez les événements. Bien sûr. Alors, dites-nous, selon ce que vous en voyez, c'est quoi la suite? Comme vous le savez, M. Lusakwin, qu'on se le dise, aujourd'hui, si nous suivons, par exemple, les discours des différents acteurs de l'opposition,
les discours du 30 juin et ceux de la majorité, vous allez constater que beaucoup de gens aujourd'hui regrettent encore. Ils regrettent le fait qu'il y a encore les détournements, qu'il y a encore la corruption, ainsi de suite. Mais ce que nous, on a eu à proposer dans le passé pour que l'opposition puisse se mettre ensemble, pour que l'opposition puisse faire front, parce que ça pouvait nous permettre au moins d'aller aux élections avec une CENI qui est consensuelle. Ça pouvait nous permettre d'avoir assez de membres du Parlement aujourd'hui, parce que le Parlement n'a pas l'opposition, ce n'est même pas 10%. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire que voilà, il y a l'opposition dans les institutions qui peut parler. Donc, tout le monde les regrette aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai dit que nous précédons les événements, c'est parce que nous, on connaissait l'issue de ce processus. Parce que vous l'avez vous-même... Un processus biaisé, un processus corrompu, fichier électoral déjà avec beaucoup de problèmes, non audité au niveau interne, et même sans l'audit externe indépendante, si on peut le dire, et les gens acceptaient d'aller aux élections. Pourquoi accepter d'aller aux élections avec des choses qui sont préparées ainsi? Et aujourd'hui, nous savons tous quels sont les résultats de ces élections. Il y a un gouvernement, oui, qui est loin d'être légitime, à mon humble avis, parce que le gouvernement est issu, bien entendu, des élections chaotiques qui ont été organisées ici dans le pays. Donc l'opposition n'a pas été constante, et l'opposition, aujourd'hui, chacun voit ses intérêts, et c'est pour cela que nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Aujourd'hui, la population est en souffrance, bien entendu, mais il manque un leadership de l'opposition pour pouvoir aider ces populations, ce peuple, à comprendre les choses, à s'élever contre les choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans le pays. C'est pour cela que je parlais de pouvoir précéder les événements. Donc notre position, elle est tout à fait stratégique. Le silence de notre leader demeure également stratégique, mais nous travaillons. C'est dans le silence qu'on fédère? Qu'est-ce que ceux qui parlent ont déjà changé? Oui, mais comment est-ce qu'on va changer aujourd'hui, en ne disant rien? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face d'un régime qui n'écoute personne. Non, mais là, on parle de l'opposition. On ne parle plus du régime. Oui. C'est en se taisant que... Puisque vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Hein, vous dites résistance, mais c'est l'opposition. Vous n'êtes pas de la majorité. Vous regrettez le manque de fédération de l'opposition, mais c'est aussi de votre devoir, en vous opposant, de faire en sorte que cette opposition soit plus forte. Écoutez, l'opposition doit être d'abord sincère, parce que avant de nous mettre ensemble, nous devons savoir ce que nous cherchons exactement. Parce que chaque fois que les gens parlent opposition, mais lorsqu'il s'agit des intérêts individuels, les gens n'arrivent plus à se mettre ensemble pour une cause commune, si je peux le dire. Notre silence ne signifie pas que nous ne faisons rien. Pas du tout. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous préparer. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un mandat de 5 ans. Il ne reste que 3 ans. Je m'explique. Cette année tend vers la fin, 2024. L'année 2028 sera une année électorale. Donc le gouvernement va se concentrer sur les élections. Donc ils n'ont que 3 ans pour travailler. Et je ne pense pas que pendant ces 3 ans, ils seront en mesure de faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant 5 ans. Donc, à mon humble avis, je pense que pendant ces 3 ans, nous allons nous préparer et nous avons des stratégies qui vont nous faire retourner au travail. Vous allez vous préparer, vous, en tant qu'opposition ou vous, en tant que FCC? Ça dépend. Nous sommes également disposés à pouvoir conjuguer avec les autres, mais ça doit se faire dans la sincérité. Oui, mais cette sincérité, elle arrive comment? Puisque est-ce que depuis le début de votre appel à la fédération, votre leader, c'est un exemple, Joseph Kabila, a pris langue avec les autres de l'opposition? Bien entendu, parce que on avait demandé à nos amis de l'opposition de ne pas participer aux élections. Il y a ceux qui hésitaient au début et qui avaient même refusé de présenter des candidatures au niveau de la députation nationale. Mais, pouf, à la présidentielle, on les a vus en train de présenter leurs candidatures. Du coup, nous étions obligés de nous retirer parce qu'il y a des ceux qui ne comprenaient pas les choses. Mais ils savaient qu'ils étaient en train d'accompagner un régime pour lesquels, aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la corruption dans, dans le mandat passé? Ils le savaient. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les détournements avec le mandat passé?
il les savait. Est-ce qu'il ne savait pas dans le passé que le pays était en guerre et qu'il n'y avait pas des résultats palpables sur le plan sécuritaire? Il les savait. Est-ce qu'il ne savait pas à l'époque que la situation économique du pays était invivable? Il les savait. Est-ce qu'il ne savait pas que la situation sociale également était invivable? Il les savait. Donc tout ce qu'ils disent mais ils avaient accepté. Nous étions opposés à aller aux élections. À la dernière minute, ils ont tous décidé d'aller aux élections. Ils ont eu quel pourcentage? Mais aujourd'hui, le faible pourcentage qu'a obtenu l'opposition est dû au fait principalement aussi, il faut le souligner, de la stratégie, des deux stratégies mises en place il y a quelques années déjà par vous. La multiplication des groupes, le seuil. Ils en ont profité. Moïse Katumbi n'a présenté que 2-3 groupes. Vous n'en avez pas présenté. Les autres en ont présenté des dizaines, pardon. Et donc, au meilleur gagne, en multipliant les 1, vous qui précédez les événements, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce que vous faisiez hier pour exister, pour que cette opposition existe plus au Parlement? Nos stratégies de pouvoir aller aux élections. Et j'ai expliqué pourquoi. Même si on avait créé 1000 regroupements, on n'allait pas avoir les résultats, peut-être qu'on méritait, si je peux les dire. Aujourd'hui, vous avez ceux qui sont allés aux élections, bien entendu, des élections organisées pendant 7 jours, chose qui viole nos lois, des élections où le matériel n'était pas sécurisé. Ça, vous le savez très bien. Mais ça, avant, avant tout ça, vous ne le saviez pas. Je vais revenir sur votre question. Merci. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde savait ce qui s'organisait. Les élections organisées pendant 7 jours, les matériels électoraux transportés même par des candidats. Et si même on avait créé 1000 regroupements, on ne pouvait pas s'en sortir. Ça, vous ne le saviez pas 18 mois avant la tenue des élections. Vous ne saviez pas que ça allait aller... Tout a été préparé pour la fraude. Ça a été préparé pour la fraude. Et aujourd'hui, vous savez même des scandales qu'il y a eu avec la Cour constitutionnelle et avec les instances judiciaires. Ça, vous le savez très bien. On va y revenir. Et même si nous étions... même si on avait représenté 10 regroupements, peut-être on allait être bloqué également au niveau de la Cour, comme les autres ont eu des problèmes à la fin. Ils se sont vus débarquer. Et pourtant, après avoir remporté les élections, comme il se doit, ils se sont vus débarquer par des personnes et qui, vous savez, des hommes forts également du régime. Je ne pose pas la question aux membres du FCC, même si elle l'est. Je pose la question à Madame Muyumba. Est-ce que vous-même, personnellement, vous ne regrettez pas que le FCC ne soit pas allé aux élections? Pas du tout. Pas du tout. Personnellement, avec ma conviction, je crois que servir la nation et faire la politique, nous ne devons pas le faire seulement par la façon de pouvoir viser les intérêts, mais plutôt avoir la conviction sincère de vous-même qui vous conduit à des choses qui sont correctes. La politique de la chaise vide, l'UDPS l'avait fait en 2006, l'avait regretté en 2006, avait changé d'avis en 2011. Vous la regrettiez, vous, à l'époque, aujourd'hui, vous l'appliquez? Écoutez, aujourd'hui, nous comparer avec l'UDPS, c'est une chose que je considère un peu pas correcte, parce que hier, l'opposition de l'UDPS n'était ni républicaine, n'était pas une opposition qui visait à arriver au pouvoir un jour et être à mesure de résoudre le problème des Congolais. Pourtant, il y arrivait. Ils avaient soif du pouvoir, ils sont au pouvoir aujourd'hui et ils ne font rien. Et ils font comme vous aujourd'hui à parler comme hier de révision ou de changement de la Constitution. Le président Kabila avait fait réviser la Constitution une fois et appelé, notamment au niveau des provinces, à ce que des changements soient opérés. Aujourd'hui, voir l'UDPS dans la même dynamique, vous dites aussi non? La révision constitutionnelle qui évoque l'UDPS aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour nous. Ce n'est pas une surprise parce que aujourd'hui, personne ne peut être surpris de voir que c'est l'UDPS qui parle mal de cette constitution pour n'avoir pas pris part à sa rédaction, bien entendu. Et depuis les premiers mandats de l'UDPS, ils ne font que violer la constitution.
la majorité dans les premiers mandats a été constituée de manière anticonstitutionnelle. Donc, depuis le début de ces régimes, de leur gestion, ils ne font que violer la Constitution. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont respecter cette Constitution? Et je ne pense pas. Ils accusent la Constitution d'être une Constitution des belligérants. Ils disent également que c'est une Constitution importée. Au même moment, ils disent que c'est une Constitution qui empêche de diriger. Belligérants, que ce soit l'IDPS qui l'ait dit, nous ne sommes pas surpris également. Importer, je ne comprends pas. Élevons un peu les débats. Importer n'importe où, là où on rédige la Constitution, on fait appel à l'expertise internationale et on prend des modèles d'autres constitutions du monde pour renforcer la constitution que nous sommes en train de leur produire, si je pouvais le dire. Donc du coup, ils ne peuvent pas parler d'une constitution importée parce que cette constitution est la meilleure constitution adaptée pour notre pays, la République démocratique du Congo. Cette constitution est le fruit des consensus des Congolais. On ne peut pas parler aujourd'hui de la révision de la constitution au moment où nous avons un problème de la sécurité dans le pays, où le pays est divisé, et ces pays, et ces régimes génitaires d'un Congo divisé, qui plantent les décors d'une prochaine balkanisation du pays. Aujourd'hui, il n'y a pas la cohésion au sein des Congolais, il n'y a pas l'unité au sein des Congolais. Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, il faut d'abord apaiser aussi les climats politiques. Il faut d'abord que tout le monde soit d'accord. Et nous ne révisons pas la Constitution parce que la Constitution elle-même prévoit sa révision. Nous ne pouvons pas dire que non, la Constitution, elle est intouchable. Mais ce que nous disons ici est que s'il faut réviser la Constitution pour les intérêts des Congolais, il n'y a pas de problème. Mais pas pour faciliter à ce qu'un individu puisse s'éterniser au pouvoir. Donc vous êtes d'accord. Ça, nous refusons. Donc vous êtes d'accord parce qu'on ne sait toujours pas ce que l'Union sacrée veut changer. Non, pas du tout. L'Union sacrée, c'est connu, M. Lusakouenou. L'Union sacrée veut réviser la Constitution pour garder M. Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. C'est que nous refusons. Un président, après avoir travaillé, il doit bien travailler, il doit plier ses bagages et partir. Un président qui a bien travaillé ne cherche pas un troisième mandat. Ce sont les dirigeants sur le continent africain qui n'ont pas bien travaillé, qui cherchent un troisième mandat, un quatrième mandat pour s'éterniser au pouvoir. Attention, certains vous opposez la même volonté à l'époque en ce qui concerne Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila avait déjà émis le vœu de vouloir réviser la Constitution étant qu'individu? Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, président de la République, est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi a émis le souhait de réviser la Constitution? Bien évidemment, en Europe, oui, il a parlé d'une commission qu'il envisageait mettre en place. Joseph Kabila n'a jamais parlé de la révision constitutionnelle dans ces pays. Mais il l'avait révisée. Est-ce que vous ne serez pas d'accord, par exemple, que... En 2006, ce n'était pas pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous serez d'accord que le gouverneur de province ne soit plus autant à la merci des assemblées provinciales? Cela peut être changé sans que l'on pense que le président de la République veuille se maintenir éternellement. Pourquoi je cite ces deux sujets? Parce que ce sont deux sujets aujourd'hui encore cités et qui ont valu révision sous Joseph Kabila. Tout d'abord, il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Nous avons déjà les problèmes sécuritaires à l'est du pays, l'avancée des rebelles et tous ces problèmes que nous avons au pays. Pourquoi encore chercher d'autres tensions inutiles qui risquent encore de fragiliser le pays pour rien? Donc, je ne pense pas que c'est ça l'idée même de l'IDPS et l'ensemble de l'Union sacrée. Ce que vous énumérez là, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils veulent garder M. Antoine Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et c'est ce que nous refusons. Ils n'ont pas bien travaillé, ils doivent partir. Parlons sécurité et diplomatie, parce que je pense qu'en ce qui vous concerne, vu votre passé, vous êtes toujours d'ailleurs ambassadeur, nommé par le président Kabila, sécurité et diplomatie font bon ménage. Alors aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, on voit que ça ne va pas mieux. On va retourner à la case départ. Réflexion, ou plutôt état des lieux. Que pensez-vous qui s'y passe? Sur le plan sécuritaire, d'abord, je commencerai à dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion de ces conflits. Et là, je parle
insuffisances au niveau interne qui posent problème. Et sur le plan diplomatique, j'aimerais ici dire qu'au début, comme vous le savez, j'ai présidé la commission des relations extérieures au Sénat et on convoquait le ministre des Affaires étrangères de temps en temps dans les auditions et nous nous étions opposés aux quelques actions qui étaient posées par le gouvernement, notamment le déploiement de forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est, parce qu'on savait, et personne ne pouvait nous écouter, cette commission avait à son sein des anciens ministres des Affaires étrangères, des anciens premiers ministres et des ambassadeurs, et moi-même qui venais de l'international. Nous connaissons très bien l'Afrique de l'Est. C'était l'erreur grave et les régimes ne voulaient pas nous écouter. Aujourd'hui, c'est dire qu'on pouvait faire confiance à l'Afrique de l'Est, c'est autre chose. Nous venons d'arriver dans une communauté et nous pensons que c'est qui étions avec des relations des langues qui dataient de longue date, et ainsi de suite, et nous pensons qu'ils viendront nous soutenir, nous. C'était une erreur grave. Et aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Vous m'aviez suivi au Parlement, m'opposer devant le ministre des Affaires étrangères dans une plénière pour lui dire qu'on refuse le déploiement de forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Et s'ils avaient commencé peut-être avec la SADC, on ne pouvait pas être là où nous sommes. Et ce qui nous décourage aujourd'hui, c'est de voir aussi comment certains pays membres de la SADC sont réticents par rapport à cette question. Mais, M. Lusakwenu, vous le savez que personne ne viendra mourir pour le Congo, plus que les Congolais. Aujourd'hui, la solution, c'est nos FARDC. C'est l'armée congolaise. Le président de la République, dans son discours du 30 juin, il a parlé des 20% qu'il envisage allouer à nos forces armées pour essayer de voir comment améliorer les choses. Mais le problème ne se situe pas au niveau du montant. Le problème est au niveau de la gestion de ces financements. Est-ce que nécessairement, ces moyens vont servir à pouvoir aider notre armée à être efficace? Et on s'est dit aujourd'hui, s'il y a une bonne gestion et rigoureuse, même avec les moyens, nous pouvons faire mieux. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'avec les 20 milliards encore, on va envoyer le militaire au front à moto. Ça s'est dit, c'est inacceptable. On ne peut pas nous dire qu'avec le 20% qu'ils veulent allouer à nos services de défense ou à nos forces de défense, ça va résoudre le problème parce que ça risque de finir dans les poches des hommes forts de ces régimes. Donc cela veut dire que aujourd'hui, la priorité avec notre armée, c'est de pouvoir d'abord travailler sur le renforcement de nos militaires, améliorer les sociales de nos militaires également et investir dans le matériel qui vont pouvoir nous aider à faire face aux agresseurs. Donc je pense que sur le plan sécuritaire, on a vu que diplomatiquement, il y a eu trop de voyages sans résultat qu'il faut ou sans pour autant nous ramener des solutions. C'est bon. Néanmoins, la diplomatie continue à tâtonner sur tous les plans et moi je pense qu'il y a aussi d'autres efforts à faire au niveau national pour apaiser la tension. On n'a pas beaucoup entendu le FCC. On l'a entendu. Je n'ai pas dit qu'on ne l'a pas entendu. Je dis on ne l'a pas beaucoup entendu. Hier, il parlait pourtant beaucoup. Il appelait une cohésion nationale autour de la guerre du M23 et toutes les précédentes ou suivantes guerres qu'il y a eu. Aujourd'hui, on aurait peut-être aimé entendre votre autorité morale, les membres phares de votre famille politique s'exprimer encore plus, comme si vous compreniez un peu la guerre du M23, comme si vous acceptiez la main du Rwanda, parce que dans une injustice, dans une guerre, celui qui se tait participe peut-être aussi du jeu de l'ennemi. Monsieur Lusakwenu, Joseph Kabila ne gère pas les pays aujourd'hui. Ceux qui gèrent les pays sont ceux qui ont été élus par les Congolais et qui ont des comptes à rendre aux Congolais. Et l'FCC aujourd'hui n'a pas de compte à rendre, l'FCC ne gère pas les pays. Mais qu'à cela ne tienne, qui avait soutenu les régimes Kabila lorsqu'on avait des problèmes sécuritaires dans le pays? N'est-ce pas qu'ils disaient, nous n'allons pas les faire comme eux parce que nous continuons. Moi, j'ai toujours dénoncé, même au Parlement, personnellement, individuellement. J'espère que j'ai à les faire à plusieurs reprises dans vos antennes et partout, ainsi de suite. Mais hier, on nous disait que nous étions des mèches avec les agresseurs. Hier, on disait que Joseph Kabila travaillait avec Kagame. Hier, on disait que le régime Kabila, c'était le régime qui favorisait l'insécurité à l'est du pays.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez de Kabila? Qu'est-ce que Kabila doit faire? Parce que ce n'est pas Kabila qui gère le pays. Peut-être de son expérience, de ses idées, de ses conseils. Bien évidemment. Et personne n'a approché Joseph Kabila jusqu'à la preuve du contraire. Personne n'a approché Joseph Kabila. Personne n'est parti lui poser la question de savoir comment... Personne de ces régimes. Personne de ces régimes. Et moi, je pense qu'il faut laisser Joseph Kabila tranquille. Et je pense que ces moments, Dieu l'avait prévu pour que les Congolais puissent voir exactement c'est quoi l'homme congolais. Parce que hier, les gens critiquaient beaucoup, les gens insultaient Kabila, les gens faisaient tout ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, tout le monde commence à nous donner raison et nous dire qu'avec Kabila, c'était mieux. Avec 4 milliards, on avait réussi à faire chasser les M23. Nous étions partis aux négociations à Kampala. Et c'est là où je voulais citer sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale demande à Kinshasa de pouvoir dialoguer avec le M23 ou les agresseurs en général, ainsi de suite. Il devrait? J'arrive. En gestion des conflits, je parle en qualité de diplomate. Loin de moi, une personnalité politique en République du Congo. Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Et lorsqu'on met plusieurs stratégies en place, on ne garde pas les statu quo. Et au même moment, on ne garde pas une position en sachant que nous sommes en position de faiblesse et nous gardons cette position qui ne nous aide pas à arriver. Bonne et mauvaise, je m'explique. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, lorsque vous êtes en position de force, ce n'est pas une bonne option. Mais lorsque vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez garder votre position? Pour gagner quoi? Parce que nous, lorsque nous étions allés négocier avec les M23 Kampala, moi-même, je faisais partie de l'équipe gouvernementale où on a eu à négocier sous l'égide de l'Ouganda avec le ministre de la Défense Kiyonga à l'époque. Je me rappelle très bien, avec le ministre Chibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous étions à Kampala. On négociait avec les M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marche pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Mais si aujourd'hui, nous nous disons que nous gardons cette position et continuons à récupérer, le territoire continue à récupérer des villages à l'est du pays. Aujourd'hui, la paix est restée orpheline à l'est du pays. Le peuple, la population de l'Est a déjà perdu l'espoir concernant le régime de Kinshasa ou concernant le pouvoir de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas rester là dans les dénonciations au moment où les agresseurs disent ce qu'ils vont faire et ils le font. Et nous restons dans les dénonciations, nous restons dans les déclarations et parfois des discours vides et ne passons pas à l'acte. Et vous pensez qu'en refusant tout ce qu'on nous propose là, y compris à l'international, nous allons trouver des solutions pour les problèmes de l'Est. C'est parce que cette souffrance de l'Est n'a pas encore touché Kinshasa. Le jour que ça touchera Kinshasa, les gens comprendront. Mais moi, qui a des familles à l'Est du pays, cette souffrance qui nous touche directement et indirectement, nous savons ce qu'ils sont en train de traverser. Et nous savons qu'est-ce qui est leur peine, ainsi de suite. Donc, du coup, moi, je pense que Kinshasa ne doit pas rester dans l'orgueil. Kinshasa doit devoir avoir un peu la flexibilité dans le sens de pouvoir résoudre ces conflits, aller sur plusieurs stratégies. Au même moment, ça ne signifie pas dès que vous acceptez les dialogues et que directement vous abandonnez aussi autre chose que vous êtes censé faire. Nous avons le droit de protéger notre territoire national. Même quand nous... Et l'armée doit toujours rester en alerte. C'est pas cela veut dire que parce que nous allons négocier et du coup, il faudrait que l'armée baisse les bras. Non, pas du tout. Moi, je pense que nous devons travailler sur l'armée congolaise, qui est notre seule issue. Moi, je pense, parce qu'on a tout essayé. Et aujourd'hui, éviter de politiser l'armée, qui doit rester, à mon humble avis, républicaine,
L'armée ne doit pas avoir des couleurs politiques. L'armée doit rester au service de la nation congolaise, chercher la cohésion au sein de l'armée, chercher l'unité au sein de l'armée. Il n'y a pas l'armée de Mobutu, il n'y a pas l'armée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas l'armée de Joseph Kabila, il n'y a pas l'armée de Félix Antoine Tshisekedi, il y a l'armée de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il faut prendre cette armée, et c'est comme ça qu'il faut investir dans cette armée et mettre tout le monde au travail sans pour autant discriminer les uns contre les autres. Ça, c'est pour le volet diplomatique et sécuritaire. Parlons maintenant économique et social. Un nouveau gouvernement. Déjà, même si vous avez annoncé la couleur tout à l'heure, comment vous avez accueilli la nomination d'une femme à la tête, c'est une première, de l'exécutif. Pour la première fois, le Congo a une femme première ministre. Bon, en qualité de femme, soyons quand même élégantes avec une femme. Hein. En qualité de femme, c'est une chose que nous apprécions parce que ça balise le chemin pour les femmes qui aspirent à des autres fonctions ou positions dans notre pays, et ça prépare également notre société à pouvoir accepter le leadership féminin à tous les niveaux. Mais je pense simplement que les Congolais ont besoin de plus que ça. Et au même moment, ce n'est pas un problème d'individu ou de la personne, de Madame Souminois, mais c'est plutôt le système dans lequel elle se trouve. Un système qui ne peut pas la permettre de pouvoir faire les choses de manière correcte ni de réussir son programme. Pour revenir sur le programme de 92 milliards pour le budget quinquennal, j'aimerais d'abord encore rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'un budget quinquennal ou d'un budget de 5 ans. Nous devons parler de 3 ans, M. Lusakounou. 5 ans n'existent plus. 2024 étant vers sa fin, je l'ai dit ici, et 2028, l'année dernière, la dernière année du mandat, c'est une année qui est consacrée aux élections. Donc toutes les institutions vont se focaliser sur les élections. Donc ce gouvernement n'a que 3 ans. Mais le pays continuera de tourner. Oui, hein? Ce gouvernement, M. Lusakounou, n'a que 3 ans. Ils n'ont que 3 ans pour travailler. Pour revenir sur les 92 milliards, j'aimerais ici d'abord rappeler que le problème ne se situe pas au niveau du montant qu'il faut mobiliser. Ils disent qu'ils envisagent mobiliser 92 milliards. Envisager, c'est une chose. Réaliser en est également une autre chose. En 2022, si je ne me trompe pas, ils étaient venus au Parlement, triomphalisme et consorts, qu'ils allaient mobiliser 14 milliards de dollars. Et nous, moi-même, je n'étais pas d'accord avec parce que je savais que c'était des chiffres. Des chiffres et c'était juste des propositions qui n'allaient pas aboutir. À la fin de l'année, ils nous présentent 9 milliards sur les 14 milliards. Ça, c'était la fin de l'année 2023, si je ne me trompe pas. Et au-delà de ça, ils nous parlent de 92 milliards. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau de la gestion. Vous pouvez mobiliser moins et, avec une gestion rigoureuse, faire plus. Comment expliquer avec 4 milliards à Joseph Kabila et le régime passé, payer les fonctionnaires chaque 15 de chaque mois, et avec plus de milliards aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés les 15 de l'autre mois? Comment expliquer avec des milliards aujourd'hui, plus de milliards aujourd'hui, les frais de fonctionnement dans les différentes institutions ne sont pas payés? Comment expliquer qu'avec le milliard de plus aujourd'hui, nous avons tous les problèmes que nous avons? Donc, du coup, ce n'est pas un problème de pouvoir mobiliser des millions, mais plutôt comment est-ce qu'on les utilise? On ne mobilise pas tous ces millions ces milliards pour finir dans les poches des hommes forts de ces pays. Ces régimes, lorsque la Première ministre dit que son programme vise à consolider les acquis, quels sont ces acquis? Les acquis du premier mandat. Les seuls acquis qu'ils ont consolidés, c'est la corruption et le détournement. En dehors de ça, quels sont ces acquis? Peut-être, M. Lusakounou, vous en connaissez quelques-uns. Et je doute fort, si vous pouvez me les citer, je doute fort. Deuxièmement, Madame la Première ministre dit que son programme vise
à parachever l'avènement d'un Congo uni. Parachever, en français, c'est un verbe transitif qui signifie, bien entendu, donner la dernière touche, la touche finale à quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas la cohésion en République du Congo ni l'unité. Ils vont parachever quoi? Parce que ce sont eux qui sont génitaires d'un Congo divisé. On a assisté pendant les élections comment certains ont été traités des étrangers dans ces pays, chose qui divise. Et chaque période électorale, lorsqu'il s'agit d'un candidat qui vient de l'espace Swahili, il n'est plus congolais, il perd son droit d'être congolais. Et du coup, un jour, peut-être, ceux de l'espace swahiliphone diront également que non, nous n'allons plus élire ceux qui nous traitent également d'étrangers. Toutes ces choses-là divisent. Et je ne pense pas que c'est ce régime qui peut parler de l'unité. Pour essayer de voir comment conclure sur le programme du gouvernement, elle dit également que son programme vise à mieux sécuriser les Congos. Monsieur Lusakwenu, on sécurise mieux ce qui est déjà sécurisé. Quel Congo actuellement qui est sécurisé? Donc, vous allez comprendre qu'ici, le gouvernement joue avec les mots pour continuer à tromper les Congolais. Et ça, le peuple doit sortir de la naïveté et comprendre qu'ici, il n'y a rien. Le programme de Mme Souminois égale le programme de Sama Lukonde 1 et Sama Lukonde 2. Il n'y aura rien de spécial, ils ne vont rien faire de spécial. Et aujourd'hui, tous les indicateurs économiques sont rouges. Les sociales, n'en disons même pas. Et ce sont des chiffres qui continuent à jouer avec. Et ces chiffres-là, nous devons les voir, les changements, nous devons les voir dans le quotidien des Congolais. Et non pas dans les chiffres. L'économie, c'est ça même le baromètre de la vie d'une nation. Aujourd'hui, donc il ne doit pas demeurer dans le chiffre. Pourquoi, hier, Joseph Kabila semble avoir été rejeté par les Congolais? Est-ce que ce n'était pas pour les mêmes raisons? Est-ce que la situation d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui, même si, il faut le lui reconnaître, il avait rencontré ou trouvé un pays en situation encore pire que celui qu'il a laissé? Aujourd'hui, vous êtes de l'opposition, je le conviens. Vous parlez d'armée de Mobutu, de l'armée de JKK, l'armée de Tshisekedi, mais c'était aussi le cas hier. Est-ce qu'on ne peut pas parler de similitude aujourd'hui avec votre régime? Je ne fais pas tout ça pour mettre les uns et les autres face à face. Je fais ça pour revenir sur ce que vous avez dit pendant cette émission où vous avez dit qu'on finit enfin par connaître qui est le Congolais. Est-ce que le problème, au-delà des régimes, ce n'est pas nous-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila disait hier, je n'ai pas plus de 15 collaborateurs, le problème du Congo, ce n'est pas que les Congolais ne savent pas se mettre ensemble pour travailler pour le bien commun. Est-ce que sur ce point, qu'il s'appelle Joseph Kabila Kabange ou Félix Tshisekedi, ces deux chefs d'État n'ont-ils pas déjà échoué? Monsieur Lusakwenu, Joseph Kabila a été incompris par les Congolais. Et beaucoup aujourd'hui les regrettent. Les regrettent parce que ils s'expriment sur cette question. Joseph Kabila était attaqué dans tous les sens, au niveau national et au niveau international. Il y a des Congolais qui avaient mobilisé la diaspora congolaise, qui aujourd'hui aussi, une partie regrette ce qu'ils avaient mené contre Joseph Kabila. Mais le problème aujourd'hui ne doit être l'homme de Joseph Kabila ou de ceux également qui dirigent, qu'on venait de le dire. Le problème, c'est aussi le peuple congolais qui est demeuré naïf. Mais moi, j'ignore le fait que les gens disent que ce peuple est naïf parce qu'hier, ils n'étaient pas naïfs avec Joseph Kabila. Ils étaient durs avec Joseph Kabila. Ils étaient durs avec Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le peuple congolais n'est pas naïf.
En 2016, on a vu ces peuples s'opposer. On a vu cette population se soulever. On a été témoin des manifestations qui ont été organisées sur l'ensemble du territoire national pour bloquer Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ce peuple-là est où? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Les dollars est à 300 000 francs, si je ne me trompe pas. Les fonctionnaires sont payés au taux de 90 000 francs. Et aujourd'hui, nous assistons qu'à des scandales financiers. Le programme des 100 jours, RAM, Lampadaire, le fonds de Covid et tant d'autres programmes. Donc nous comprenions aujourd'hui que tous les programmes qui sont lancés par l'Union sacrée ou par ces régimes, c'est pour détourner le finance publique. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous sommes à 11 milliards de la dette publique? Est-ce que vous le savez? Nous sommes en train de mettre les générations futures en difficulté. Même la fameuse gratuité de l'enseignement est financée par la dette publique. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Et je ne sais pas. Ma question était, est-ce que ce n'est pas l'échec des leaders? Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais n'est pas où il est du fait de l'échec des leaders? J'ai répondu à cette question, M. Lusakwenou, en disant qu'également, il y a aussi la responsabilité des Congolais, comme vous venez de le dire. Parce qu'il y a l'adage qui dit qu'un peuple mérite ses dirigeants. Nous venons de voir récemment au Kenya, le peuple s'est soulevé pour refuser les budgets proposés par M. Ruto, président de la République. Est-ce que le peuple congolais peut également le pouvoir de s'élever et dire non aux choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a également la responsabilité des Congolais que nous sommes en général, pas seulement des sons qui sont là-bas ou qui dirigent au niveau plus haut, parce qu'ils sont confortables, parce que personne ne les inquiète, parce que personne ne parle de ce qui se passe, ou ils inquiètent également ceux qui parlent. Ils inquiètent également ceux qui parlent. Et c'est ça la différence avec les autres pays. Donc du coup, nous avons, je vous donne raison en disant que non, il y a également les devoirs des Congolais dans ce sens, parce que je venais de vous dire qu'un peuple mérite, bien entendu, ses dirigeants.